Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans cette édition spéciale consacrée à l'une des manifestations officielles des festivités de la célébration du 72e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Il s'agit du dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Léon Mba à Libreville aujourd'hui par le président de la République Ali Bongo Ondimba en présence des membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités et surtout en présence des représentants de la famille de Léon Mba. Pour vivre cet événement avec vous, nous serons avec notre correspondante Michel Tieni qui était sur place au Monde Cristal. Et ici, sur ce plateau, je reçois M. Louis-Philippe Mbadiga, journaliste, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse AGP et diplômé en histoire. Bienvenue, M. Louis-Philippe. Merci, bonjour Cyril. Chaque peuple a un devoir de mémoire, c'est celui d'écrire et célébrer sa propre histoire. Celle de l'indépendance du Gabon, c'est celle du père de la nation, celle de Gabriel Léon Mba Miko, écrite par des historiens, des témoins et par lui-même. Aujourd'hui, la nation lui a rendu un hommage mérité à travers cet acte hautement symbolique de dépôt de la gerbe de fleurs, occasion pour Gabon 24 de revenir sur la vie sociale de l'homme et surtout de son rôle dans l'accession du Gabon à l'indépendance. Le dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Léon Mba se fait chaque 16 août de l'an. Aujourd'hui, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'a pas dérobé à cette tradition. Michel Tieni et Hervé Aubian étaient au Monde Cristal pour le compte de Gabon 24. Regardons. La tradition a été respectée ici au mausolée Léon Mba, comme il est inscrit sur cette gerbe de fleurs qu'Ali Bongo Ondimba a déposée sur la tombe du premier président gabonais, au père de la nation gabonaise, la patrie reconnaissante. Le déroulé de la cérémonie a commencé par l'exécution de l'hymne national. Ensuite, il y a eu le recueillement. C'est donc un vibrant hommage que le président Ali Bongo Ondimba vient de rendre à celui qui fut le tout premier président du Gabon. Et pour la fin, cet échange entre le président de la République et les membres de la famille. Nous avons recueilli le propos de l'ancien Premier ministre Jean Egendon que je vous invite à suivre. Il s'agit pour nous tous les Gabonais, de fêter la République et de célébrer notre indépendance. Le président de la République vient de le faire à son niveau. Et les quelques membres de la famille sont également présents pour participer à cette fête déjà, la fête de l'indépendance. Alors, Monsieur Louis-Philippe, justement, le dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Léon Mba est un événement institutionnel. Quelle en est la symbolique? Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, mais je pense que cet événement consiste à honorer justement un des pères de l'indépendance du Gabon. Voilà, donc il n'y a pas autre mesure, quelque chose d'autre. Hein. C'est une tradition, voilà, dans l'histoire de l'humanité, justement, lorsqu'on honore des défunts, on dépose une gerbe de fleurs sur leur tombe ou leur mausolée. Justement, une façon de témoigner toute l'affection auprès de la famille du disparu. Il y a que, au-delà du dépôt de la gerbe de fleurs, il y a aussi beaucoup d'édifices, hein, pour le cas du Gabon, et beaucoup de lieux d'ailleurs qui portent le nom de Léon Mba. Est-ce pour le Gabon une autre façon d'honorer cet illustre fils? Oui, mais justement, Léon Mba, c'est un des premiers acteurs de premier plan, hein, en politique au Gabon. Et donc, c'est le premier président de la République gabonaise. Et il est tout à fait normal qu'un bon nombre d'édifices, justement, portent son nom, comme c'est le cas partout dans le monde. On a justement le cas du lycée national Léon Mba, on a l'aéroport de Libreville, une façon véritablement de montrer que Léon Mba a eu un impact sur le Gabon. Oui, justement, mais cela aussi vient d'une grande partie du président Omar Bongo qui lui a succédé, qui était en réalité, on va dire, son dauphin politique. Et donc, c'est parti également de là, donc la dénomination d'un certain nombre d'édifices et d'infrastructures.
Alors justement, Omar Bongo, on va y revenir un peu plus tard. Léon Mba est né le 9 février 1902 à Libreville de M. Isidore Miko Midan et de sa mère Louise Bondom, comme je le dis. Mais quand on essaye de regarder, jeter un coup d'œil sur le parcours scolaire de Léon Mba, quel genre d'élève était-il, puisqu'il va déjà intégrer le séminaire de Libreville à l'âge de 7 ans. On est là en 1909. Oui, justement, il faut dire que le président Léon Mba est de ces rares jeunes Gabonais qui vont intégrer justement l'école de Montfort, dirigée à l'époque par les frères de Saint-Gabriel. Et donc, il fait un parcours normal. C'est un peu plus tard que les écrits signifient que c'était un homme brillant. Voilà, notamment quand il va commencer ses activités professionnelles. Il est décrit donc par les colons comme quelqu'un de particulièrement brillant. Alors, élève brillant, et c'est à partir justement de 1920 qu'il va commencer à être employé. Il va justement être commerçant, il va briguer beaucoup de fonctions jusqu'à ce qu'on va aller directement à ce qu'il entre, sinon il intègre l'administration française. Mais quels étaient justement les rapports de Léon Mba avec le colon? Oui, bon, sur Léon Mba, il y a un grand nombre d'écrits justement qui parlent de ces 1001 métiers. On dit que Léon Mba a été le coiffeur de Savrognan de Brazza. Léon Mba a été commerçant. Léon Mba il a fait l'école des douanes. Il est devenu douanier. Mais entre-temps, Léon Mba était également un chef coutumier. C'était un chef coutumier. Il était lui-même un initié au Bwiti. Et donc, les rapports il était très proche des colons. Très tôt, Léon Mba était proche des colons. Et donc, c'était des rapports cordiaux qui pouvaient préfigurer justement de son avenir en politique. Justement, des rapports assez intéressants avec le colon, comme vous le dites. Mais nous savons qu'à un moment donné, ces rapports vont se détériorer parce qu'il va commettre quelques délits et qui vont faire en sorte que ce dernier soit condamné à une peine de prison et il sera exilé à Lubangui-Chari, actuelle République centrafricaine. Oui, en réalité, il n'a jamais été prouvé que Léon Mba eût commis des délits. Ce qui était reproché à Léon Mba, justement, il était autoritaire. Et donc, en tant que chef coutumier, on va dire, il était présenté justement par ses contemporains comme quelqu'un qui abusait justement de ses pouvoirs de chef coutumier. Mais l'administration coloniale à l'époque a passé l'éponge jusqu'à ce que Léon Mba soit soupçonné en réalité d'une inclination vers le communisme. Voilà, et donc, et surtout, donc, ces velléités de pouvoir. C'est à ce moment-là, justement, que le colon va penser, justement, à lui donner certainement une leçon, parce qu'en réalité, ils vont profiter d'un acte. Il y avait eu un décès dans un temple de Bwiti, voilà, et comme Léon Mba était un bwitiste réputé, ça va être justement l'occasion pour l'administration coloniale, voilà, de le faire passer pour un coupable et de le juger et de le déporter en Lubangui-Chari. Et donc, il avait une interdiction de séjour au Gabon. Alors, au-delà de cet exil, ça veut dire qu'il est déjà dans Lubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, mais il va continuer d'exercer une certaine influence au Gabon à travers les correspondances qu'il va envoyer aux chefs traditionnels. Oui, justement, Léon Mba, c'est quelqu'un qui, donc avant sa déportation, concentrait déjà un certain nombre de pouvoirs traditionnels. Il faut se souvenir que dans ce Gabon, justement, colonial, les populations qui vivent à Libreville, en gros, sont considérées comme des indigènes. Donc, très peu sont instruites. Et donc, Léon Mba, qui, justement, à cette époque, apparaît comme une lumière, donc, va continuer, effectivement, à avoir des relations et donc une influence sur la politique, on va dire, gabonaise. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure,
il est du côté de la Centrafrique, mais il a toujours des liens avec le Gabon, et ce qui va faire en sorte que du retour de son exil, il va commencer à s'affirmer en politique, et il va d'ailleurs créer son parti, le Comité mixte gabonais, un parti, rappelons-le, qui était très proche du Rassemblement démocratique africain RDA de l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny. Oui, justement, le RDA à l'époque a une inclination communiste. C'est certainement pour cela que Léon Mba fait peur aux colons avant donc sa déportation, on va dire en 1931 en Obanguichari. Et donc, à son retour, il n'a pas cessé, j'ai envie de dire, il n'a pas abandonné sa volonté donc de faire la politique. Il crée le comité mixte gabonais. Et il faut dire qu'à l'époque, Léon Mba a de grands soutiens en réalité dans la communauté Fang. Voilà, donc ses premiers soutiens à l'époque résident dans la communauté Fang. Mais par la suite, sa stratégie va changer. Oui, il a un très grand soutien dans la communauté Fang. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était aussi un grand bouitiste. Ce qui nous amène à poser cette question quand même. Au-delà donc de cette carrière politique qui va connaître une ascension assez fulgurante, parce qu'il va partir, pour résumer, du chef de canton au premier président de la République, en passant par le premier maire élu de la commune de Libreville, par le premier ministre. Mais est-ce qu'au-delà de cette ascension politique, Léon Mba était un homme facile à vivre? Non, certainement pas, parce que la suite, justement, va nous démontrer que c'était quelqu'un de très dur. Et d'ailleurs, en réalité, les plaintes, justement, à l'époque où il est les chefs, ce chef coutumier, chef de canton, justement, montrent que Léon Mba n'était pas très facile à vivre. D'ailleurs, Jean-Marc Ecot, qui était un ancien ministre du temps de Léon Mba, nous racontait comment Léon Mba, allant à son bureau, aux alentours de 8h30, rencontre sur la route un de ses cousins qui n'était pas encore arrivé à son bureau et qui va l'embarquer, va le conduire justement, on va dire, à la gendarmerie de l'époque pour recevoir une bastonnade. Donc c'était un homme très dur. Et au niveau politique, très tôt, dès qu'il arrive, donc, il va s'arranger justement à s'affirmer comme... Voilà, ce chef politique, et au fur et à mesure qu'il va avancer, on va voir qu'il va finir par concentrer de nombreux pouvoirs. Au-delà donc de ce caractère difficile, mais qu'est-ce qui peut expliquer son ascension politique? Est-ce que c'est en rapport justement avec ses liens dans le monde spirituel, sinon mystique, le monde du Bouiti, où tout le monde se retrouve le soir? Non, il y a plusieurs facteurs. Le premier, il faut dire que Léon Mba a certainement retenu la leçon de sa déportation en Obanguichari. Et je pense que sa déportation, c'était également, on va dire, une manière pour l'administration coloniale ici de lui faire une sorte de lavage de cerveau. Voilà, et donc Léon Mba, qui était donc à l'époque très dur, voilà, va certainement mettre un peu de l'eau dans son vin. Voilà, et donc il va avoir des relations justement avec les colons, proches des forestiers, voilà, qui vont d'ailleurs par la suite l'aider, voilà, dans son ascension politique. Alors, mais pour revenir donc aux populations locales, oui, il faut dire également que fort certainement du rite Bouiti, Léon Mba avait donc également un grand soutien des populations qui étaient venues du sud du Gabon. Parce qu'à une époque de la confrontation avec son plus grand adversaire politique, Jean-Hilaire Obama, Léon Mba aura suffisamment, j'ai envie de dire, aura souvent le soutien donc, des populations venues du Sud, voilà, alors que Jean-Hilaire Obama aura eu un grand soutien des populations du Nord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Louis-Philippe Badinga, qu'à un moment donné, il a essayé, je vais dire essayé de mettre de l'eau dans son vin. On va voyager rapidement, on va se retrouver en 1964. Mais est-ce que ce n'est pas ce caractère très difficile de Léon Mba qui va faire en sorte qu'il soit dépossédé de son pouvoir par les militaires? Oui, justement, parce que en réalité, dans la stratégie politique,
Non, avant même la stratégie politique, il faut dire que d'un point de vue électif, Léomba n'a pas pu gagner des élections jusqu'en 1957. C'est-à-dire à sa première élection, donc à l'Assemblée territoriale en 1951, Léomba est battu par Jean-Hilaire Obam, qui était déjà le député sortant. À la deuxième élection, donc en 1957, Léomba est également battu, mais cette fois-ci d'une courte tête, on va dire. Il avait 16 voix sur 40. Mais voilà, avec le BDG, oui, avec le BDG, parce qu'il faut dire qu'en réalité, Léomba, par la suite, il va s'allier à Paul-Marie Gondjou. Oui, oui, le président du PDG de l'époque, Parti démocratique gabonais. Effectivement, et donc c'est le comité mixte gabonais de Léomba qui fusionne donc avec le Parti démocratique gabonais de Paul Indjendjen Gondjou. Exactement. Voilà, qui va créer le bloc démocratique, bloc démocratique gabonais. Alors, c'est avec ce parti-là, justement, qu'il va aux élections de 1957. Donc là, au premier tour, il ne réussit pas à remporter l'élection. Et donc, il y a un retournement de veste qui va faire que Léomba va avoir finalement, je pense, 19 députés avec lui. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant donc, pour pouvoir former le comité de gouvernement. Et donc, il va avoir donc, une liste commune avec Jean-Hilaire Obam à l'époque, voilà, pour créer le comité de gouvernement. Il sera là, vice-président du comité du gouvernement. Donc, par la suite, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur donc, du BDG, voilà, Léomba va être élu secrétaire général. À ce niveau, il a une opposition avec Paul Indjendjen Gondjou, qui pour lui est, j'ai envie de dire, est pour le régime parlementaire, alors que Léomba est pour un régime présidentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Léomba va tisser une alliance également avec Jean-Hilaire Obam. Voilà. Il va tisser une alliance avec Jean-Hilaire Obam pour pouvoir, j'ai envie de dire, rattraper justement ces difficultés à avoir plusieurs voix. Et là, on est justement en 1961, parce que là, c'est après la proclamation de l'indépendance qu'il va tisser cette alliance avec Jean-Hilaire Obam. Et d'ailleurs, pour le remercier, il va le mettre au ministère des Affaires étrangères. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'Union nationale. Hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas eu... J'ai envie de dire, l'histoire a tendance à se répéter. Le Parti démocratique gabonais existait déjà avant maintenant. Il ne s'agit pas du même parti. L'Union nationale existait également bien avant. Donc, pour revenir donc, à la question de 1964, c'est l'autoritarisme, justement, des Léomba qui va le conduire à cette situation. Parce qu'en réalité, Léomba voudra amener donc... la nouvelle coalition vers un parti unique. Et alors, donc, tous les élus de l'UDSG vont se désolidariser. Voilà. Et on va dire, un peu plus avant déjà, Léomba, en 1961, avait déjà décrété donc, une sorte d'état d'urgence sur Libreville. Voilà. Et donc, il montait progressivement en puissance, concentrait tous les pouvoirs sur lui, et il avait une envie, c'est celle de créer un parti unique. Et à ce moment-là, donc, les députés de l'UDSG n'étant pas d'accord, donc vont se désolidariser du gouvernement. Alors nous allons un tout petit peu revenir en arrière sur l'élection qu'il oppose justement à Jean-Hilaire Obam du DSG, parce qu'on sait que Léomba n'a pas la majorité à l'Assemblée, mais avec un complot avec les exploitants forestiers français, alors maître de l'économie gabonaise, Léomba va finalement se retrouver vice-président. Oui, c'est donc, c'est ce que je disais justement, en 1957, Léomba, au premier tour de l'élection, ne réussit pas à remporter devant Jean-Hilaire Obam, qui lui va avoir donc 18 députés contre 16 pour Léomba sur... on va dire un collège électoral de 40. Voilà. Et donc, Léomba va bénéficier effectivement, déjà même, dès l'élection à la mairie de Libreville, il va bénéficier déjà d'un soutien financier des forestiers. Et donc, il faut dire que Léomba est
l'ami des forestiers. Et donc, on va comprendre qu'au deuxième tour, non, pas au deuxième tour de l'élection, on va comprendre que des députés, justement, de l'UDSG, voilà, vont retourner leur veste pour que Léomba se retrouve finalement avec 19 voix, voilà, face à Jean-Hilaire Obama. Exactement. Maintenant, quand on revient en 1958, pour voir clairement la position de Léomba face à l'indépendance, lui, sa position est plutôt favorable à la départementalisation du Gabon. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question de savoir si, lorsqu'on dit que Léomba est le père de l'indépendance, ce n'est pas un abus de langage. Parce qu'en réalité, Léomba s'est prononcé ouvertement pour la départementalisation, voilà, en 1959 déjà, jusqu'en février 1960, Léomba campe sur la départementalisation. Voilà, c'est donc Jacques Foccart, voilà, le monsieur Afrique de Gaulle, justement, qui va l'en dissuader. Et donc, en réalité, le 17 août 1960, quand Léomba proclame l'indépendance, il la proclame à contre-cœur. Alors, après le coup d'État de 1964, sinon la tentative de coup d'État de 1964, Léomba est rétabli dans ses fonctions de président de la République. Mais à partir de là, il y a une succession d'événements qui va se produire et sur le plan de la santé, il ne peut plus véritablement être aux affaires. Et d'ailleurs, à partir de 1965, c'est un nouveau visage qu'on va voir, c'est celui d'Albert Bernard Bongo. Oui, il faut dire que Léomba a véritablement mal vécu le coup d'État de 1964 qui aurait pu bien lui coûter la vie. Et d'ailleurs, peut-être qu'il a eu la vie sauve à cause de sa proximité également avec Jean-Hilaire Obama. Voilà, mais de toutes les manières, les militaires de l'époque n'avaient pas envie de tuer Léomba. Ils avaient voulu simplement le déporter. Et donc, Léomba a certainement mal vécu cette situation. Voilà. Et la suite, justement, va démontrer, justement, un Léomba acariâtre, mais c'est aussi un Léomba qui va tomber dans la maladie. Et donc, il va apparaître, justement, le jeune Albert Bernard Bongo, à l'époque, voilà, qui va apparaître très proche de Léomba. Et justement, avec cette succession d'événements, Léomba va finalement s'éteindre à Paris. On est au 27 novembre 1967. Oui, effectivement, Léomba meurt à Paris, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu une élection présidentielle, voilà, où le président Omar Bongo était co-listier de Léomba. Malheureusement, à l'époque, Léomba est hospitalisé en France, et donc c'est le président Omar Bongo qui mène la campagne au Gabon. Merci. C'est sur ces propos de Louis-Philippe Mbadiga que nous refermons cette édition spéciale relative au dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Léomba par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Merci à vous, Louis-Philippe Mbadiga, d'être passé sur Gabon 24. Je rappelle justement que vous êtes journaliste et rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse. Merci. Et une petite précision, vous avez une maîtrise en histoire. Oui, en fait, à l'université, j'ai étudié l'histoire et l'archéologie, donc j'ai une maîtrise en histoire, mais spécialité relations internationales. Merci. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardé. L'information est en continu sur Gabon 24. Prenez soin de vous. À bientôt.